émission spéciale. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale dédiée à l'agriculture saharienne et aux perspectives de la région de Naama, située au sud-ouest de l'Algérie. À travers ce 26 minutes, nous allons tenter d'expliquer les défis et les opportunités du développement agricole dans les régions sahariennes de l'Algérie. Nous allons axer notre émission sur la politique algérienne en matière d'agriculture saharienne et les perspectives prometteuses de la région de Naama. Pour décortiquer et décrypter ces thématiques, j'ai le plaisir d'accueillir en présentiel sur le plateau d'Ifrica FM, Hedda Mustafa, directeur général du Centre national d'études et d'analyse pour la population et le développement. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour l'invitation. J'ai à ma gauche aussi Brahim Zitouni, vice-président du groupe de réflexion Filaha Innov. Bonjour et merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation d'Ifrica FM. Salam, c'est moi qui vous remercie. Nous aurons aussi dans un moment avec nous par téléphone le wali de Naama, monsieur Lounès Bouzekza. Alors pour commencer, je dirais que la région de Naama aspire à devenir un pôle majeur dans la production des céréales ainsi que l'élevage ovin d'une race purement algérienne appelée Derma. Et ceci dans le cadre des nouvelles stratégies du président algérien Abdelmajid Tebboune pour booster l'activité agricole dans le désert algérien et garantir la souveraineté alimentaire du pays. Donc avec les 2 millions d'hectares de terres arables de cette région et les ressources hydriques abondantes et surtout la modernité de ses infrastructures, cette ambition de devenir un pôle majeur est déjà soutenue par l'exploitation de près de 65 000 hectares. Et dans la même lancée, Naama abrite ce samedi un colloque sous le thème Horizon prometteur pour l'investissement dans les cultures stratégiques majeures et le développement des races ovines locales. Les affaires vont bon train pour l'Algérie qui franchit une étape importante vers la sécurité alimentaire en arrachant la 2e place continentale en matière de production de blé pour l'année 2024. Elle détrône ainsi le Maroc et se place en 2e position des pays producteurs de blé après l'Égypte. À ce sujet, je vous propose d'écouter une chronique signée Soumia Abbas et présentée par Mohamed Saïm. L'actualité en question. 7 millions de tonnes de récoltes, c'est avec ce chiffre que l'Algérie pourra s'imposer cette année comme un géant africain du blé et décrocher la 2e place en matière de production de blé en Afrique et détrôner par la même occasion le voisin de l'Ouest. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport publié ce mois de mai par le département américain de l'agriculture. Et c'est ce même document qui précise que l'Algérie se prépare à une récolte de blé pléthorique pour la saison 2024-2025 et donc prévoir une augmentation de la production de 11% par rapport à l'année précédente. In contrario, le Maroc enregistre cette année une récolte de blé morose puisque les chiffres annoncés par l'USDA prévoient une baisse de 40% de la production de blé, soit moins 2,5 millions de tonnes. Et ce qui n'est pas de surcroît en sa faveur, c'est cette réduction de 300 000 hectares des surfaces cultivées. Selon ce même document du Centre américain de l'agriculture, l'Égypte toujours en tête en termes de production avec 9,5 millions de tonnes. Si elle se taille certes la part du lion, par contre, elle engloutit 20,5 millions de tonnes de blé et se hisse au rang de premier consommateur africain. Alors, pour revenir à l'Algérie, une question s'impose: comment a-t-elle pu se hisser au 2e rang africain en matière de production de blé? Tout simplement, pour commencer, c'est cette bénédiction divine, une meilleure pluviométrie dans les zones de production du centre et de l'est du pays. Mais au-delà de la générosité du ciel, cette performance remarquable est le résultat des efforts acharnés consentis par les autorités algériennes et une adoption de techniques agricoles modernes au diapason des normes internationales. Mais aussi
du soutien, celui des pouvoirs publics aux producteurs à travers les subventions en matière de semences et d'engrais, et puis en termes de chiffres, du concret donc. Et c'est 135 000 agriculteurs algériens qui ont pu bénéficier gratuitement de 2,8 millions de quintaux de semences et de 1,5 million de quintaux d'engrais. C'est dire que l'État algérien a également élargi les espaces cultivables vers le sud du pays et selon les chiffres officiels cette fois, la superficie cultivée est estimée à 1,5 million d'hectares tandis que le rendement des cultures devrait augmenter de 11% pour atteindre 1,65 tonnes par hectare. Et puis, il y a cette autre question que l'on devrait se poser d'ailleurs, et très intéressant d'ailleurs, c'est que retenir de ces chiffres. C'est le plus important, c'est l'interprétation de tous ces chiffres qui ont été donnés. En fait, l'Algérie se positionne à présent comme un acteur de premier plan dans le paysage céréalier africain, et ce grâce à la bonne gouvernance et à la stratégie gouvernementale dirigée vers l'autosuffisance en matière de sécurité alimentaire, et ce, à travers le développement de l'agriculture. Et pour clore cette chronique, nous pouvons dire que la terre appartient à celui qui la cultive, qu'il choisisse d'en faire un grenier à nourriture ou une réserve à cannabis. C'est donc une récolte céréalière qui dépasse les 7 millions de tonnes pour cette année. Un chiffre record et très encourageant, et ceci grâce à l'agriculture saharienne. Alors messieurs, peut-être une réaction, un commentaire? Je commence par vous, monsieur Hebdem. Oui, d'abord il faut dire que ce n'est pas le fait du hasard, même si je crois en les miracles divins, tous les miracles ont besoin de l'apport de l'homme. C'est enregistrer 75 quintaux à l'hectare n'est pas habituel dans notre pays, quand on sait que la moyenne de production dans notre pays varie entre 14 et 20 hectares. Vous voyez la différence. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, l'introduction de nouveaux processus agricoles, l'introduction de nouvelles techniques, l'introduction de la technologie. Ceci dit, il faut dire que les pouvoirs publics dans notre pays ont fait le choix d'aller vers les hauts plateaux et vers le sud de notre pays, aussi bien pour développer la culture des céréales que pour développer les autres cultures, que pour réhabiliter l'agroalimentaire d'une manière générale, plus précisément les céréales et aussi l'élevage, l'agropastoral. Ceci a été fait dans le cadre d'un schéma national d'aménagement du territoire, le SNAT, mais aussi un nouveau schéma national pour le développement de l'agriculture. Nous pouvons parler de l'audace, des différentes aides apportées au secteur de l'agriculture, mais in fine, si vous voulez, la gageure, ce qu'il faut réussir, c'est de pérenniser ces résultats. Ces résultats nous sommes heureux de voir ces résultats. Mais pour les pérenniser, il faut d'abord mettre les moyens techniques, technologiques, mais aussi l'essentiel, c'est-à-dire la ressource humaine. Former au-delà de nos ingénieurs, former des techniciens supérieurs, réhabiliter nos traditions. Vous savez, dans le sud-ouest, pour l'agropastoral, les zones de package, les zones de parcours ont été abandonnées. Il faut les réhabiliter et introduire de nouvelles techniques et de nouvelles technologies. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Zitouni, je passe à vous un petit commentaire par rapport à la chronique que nous venons d'écouter. Oui, alors deux choses. Premièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu des chiffres, on peut dire qu'il y a un pari de l'immédiateté qui est gagné. C'est-à-dire que face à l'urgence des déficits de la balance du commerce extérieur, dans quatre domaines essentiels, la poudre de lait, le sucre, les huiles et les céréales, oui. Il semblerait qu'il y en ait au moins un, c'est-à-dire les céréales,
où on répond de façon quasi immédiate sur une augmentation de nos productions. C'est positif, il faut saluer cet effort en tant que réveil des consciences de la nécessité qu'il y a à être souverain sur nos aliments et en particulier nos aliments et nos matières premières les plus stratégiques. Cette prise de conscience nouvelle augure de politiques mieux orientées vers la satisfaction de deux besoins fondamentaux qui sont... Donc il y a un développement tangible à oui, votre absolument, avis. de deux besoins fondamentaux qui sont la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique étant assurée par ailleurs, la sécurité sanitaire devant être également à l'ordre du jour. Alors ce qui m'intéresse dans les chiffres qui ont été donnés dans le petit reportage, c'est que effectivement nous avons là quelque chose qui est très positif. Encore faut-il que cela s'inscrive dans la durée. Ça veut dire que nous devons voir année après année, parce que l'agriculture n'est pas une succession d'années. L'agriculture, c'est dans le long terme, comment les sols vont se comporter, comment les formations sociales qui sont à l'œuvre dans ces développements amenés vont se comporter. Tout ça, il va falloir qu'on suive ça de près. C'est un bon début. Il y a certaines questions qui devront être validées dans les années qui viennent. Je reviens vers vous, Monsieur Haddam. Alors, selon vous, quelles sont les grandes lignes de la politique algérienne en matière d'agriculture saharienne ? Bien, je disais tout à l'heure que les pouvoirs publics dans notre pays devaient répondre d'abord à une urgence. L'urgence de garantir ce que j'appellerais une souveraineté alimentaire. C'est au-delà de la sécurité alimentaire. La guerre en Ukraine nous a démontré d'une manière ne prêtant pas à la moindre équivoque que dépendre de sources d'approvisionnement autres que les siennes, notamment en matière de culture stratégique, expose tous les pays qui le font à des difficultés énormes. On se rappelle que lors des 2 premières années de la guerre, l'Ukraine et la Russie ne pouvaient plus exporter leur blé, ce qui a failli provoquer une grave crise alimentaire, notamment en Afrique. Donc, premier point, la nécessité de répondre aux besoins sur un certain nombre de produits stratégiques, comme cela a été signalé par M. Zitouni, sont devenus une urgence. Deuxième urgence, le nord du pays. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a un déséquilibre entre la démographie et l'occupation des territoires. Vous avez plus de 80% de la population qui vit et essaye de produire sur une bande du territoire qui représente 17% du territoire. Donc, il fallait mettre en place une nouvelle politique d'aménagement du territoire dont l'agriculture est un élément fondamental et cela pour répondre à une première nécessité. Répartir d'une manière optimum la population sur les territoires et pour cela, il faut créer des territoires qui sont attractifs. C'est quoi un territoire attractif ? C'est un territoire qui produit, c'est un territoire qui offre toutes les conditions de vie et c'est un territoire qui peut attirer les investissements aussi bien nationaux que ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. C'est en cela que cette nouvelle approche multisectorielle, multidimensionnelle des pouvoirs publics en Algérie commence à donner ses résultats. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut pérenniser. Et pour pérenniser, il faut créer un écosystème favorable à deux choses, rendre le territoire attractif pour les investissements et rendre le territoire attractif pour les populations. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir de l'eau, des terres arables et de faire de l'extension agricole, mais faut-il avoir une infrastructure routière qui peut répondre aux besoins économiques, une extension du transport ferroviaire,
des investissements aussi bien culturels qu'intellectuels, que de couverture sanitaire. C'est le seul moyen pour attirer d'abord les investissements et attirer les populations. C'est ce que notre pays est en train de faire depuis 4 ans, depuis 4-5 ans, et les résultats commencent à être probants. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate. Maintenant, oui, c'est bien d'avoir des résultats probants, mais faut-il mettre tous les moyens pour les pérenniser et pour qu'ils deviennent, j'allais dire, la normalité. C'est-à-dire, ce n'est pas un miracle, c'est la normalité d'arriver à une production de 40 à 50 quintaux à l'hectare et de faire de gros investissements. Maintenant, nous ne sommes plus dans l'agriculture de nos grands-parents. L'agriculture est une industrie. Et c'est une industrie qui doit être accompagnée de nouvelles technologies. De nouveaux procédés techniques, de nouveaux processus. Des infrastructures développées aussi. Absolument. Si vous voulez, c'est ce que j'ai appelé créer un écosystème pour pérenniser ces résultats. Je me tourne vers vous, Monsieur Zitouni, vous qui êtes expert en agriculture saharienne. Vous voici aujourd'hui avec nous, même pas une semaine après l'organisation du salon de l'agriculture CIPSA et d'une rencontre africaine aussi sur la sécurité alimentaire en Afrique. Donc aujourd'hui, notre sujet est à nouveau la sécurité alimentaire, mais cette fois-ci en Algérie. Alors comment voyez-vous l'impact de ces politiques en matière d'agriculture saharienne sur le terrain? Voilà. D'abord, je dois vous dire que face à la nature, j'ai plutôt l'attitude du paysan qui est une attitude de modestie et d'humilité. Les changements climatiques, un certain nombre de problématiques liées à la pauvreté des sols sahariens, à leur manque de matières carbonées, de matières organiques qui font les grandes agricultures des grandes puissances agricoles dans le monde, face aux étages bioclimatiques qui ont tendance à bouger dans notre pays, face également à un certain nombre de fléaux qui sont de plus en plus récurrents, comme les vents de sable ou les vents chauds, qui impactent très fortement les performances agricoles. Je crois qu'il faut se garder d'un optimisme béat. Il est nécessaire d'être prudent sur la façon dont nous accueillons ces bonnes performances, parce que toute chose étant égale par ailleurs, si l'année prochaine on a de moins bonnes performances, qui va-t-on incriminer? Va-t-on incriminer les techniques qui aujourd'hui sembleraient faire le bonheur des productions qui sont réalisées? Donc je crois que du point de vue de la démarche, il est nécessaire de rester humble face à des progressions qui sont certaines et encourageantes. Ça, c'est le premier point. Comme tout paysan, nous prenons avec beaucoup d'encouragement ce qui vient de se produire, mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des interrogations. Les interrogations sont liées à, par exemple, une utilisation, de notre point de vue, trop intensive des produits chimiques dans les terres, des techniques qui sont directement liées aux techniques du forage et des techniques hydrauliques sous pivot qui peuvent gaspiller beaucoup d'eau là où on pourrait en économiser en utilisant d'autres technologies. Le fait aussi que nous n'ayons pas d'arbres dans les productions agricoles qui sont réalisées, qu'il n'y a pas de culture étagère. Vous savez que je suis un fervent défenseur de la mixité agricole entre l'arboriculture, les plantations annuelles, les plantations de court cycle et enfin l'élevage. L'ensemble de ces modèles agricoles qui sont aujourd'hui en déploiement ont déjà été essayés en Libye, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Ces pays ont connu les premières années des booms de production, comme ce que nous sommes en train de vivre, et puis il y a eu des déclins de production. Vous savez, un paysan regarde le temps long et il ne se contente pas
d'une approche parcellaire. Il faut absolument regarder sur le temps long ce qui va se passer et peut-être prévenir un certain nombre de choses à la lumière des expériences qui ont eu lieu ailleurs. Et je voudrais pour cela souligner l'expérience australienne, qui est une expérience très positive, qui, dans des conditions tout à fait similaires au Sahara algérien, ont mis en œuvre des technologies qui sont à l'opposé des technologies qui sont aujourd'hui mises en œuvre en Algérie, avec un bon résultat immédiat. Est-ce que ces résultats tiendront la route? C'est ça qu'il faut voir. En Australie, en gros, ils argilisent leur sol, c'est-à-dire ils amendent leur sol en argile, et nous avons des mines d'argile dans tout le pays. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs le secteur des mines et de l'énergie des mines à s'impliquer dans l'agriculture, parce qu'ils ont des mines de zéolite, ils ont des mines de vermiculite, ils ont des mines d'argile qui peuvent être d'un apport considérable pour l'agriculture saharienne. Et puis, ils utilisent une autre technique, c'est la technique du semi-direct sous couvert végétal, de telle façon qu'on diminue les contraintes qui sont liées à l'ensoleillement. Et enfin, ils utilisent une troisième technique qui est quand même très importante, c'est celle de l'agriculture et l'irrigation de précision, qui permet d'économiser beaucoup d'eau. L'ensemble des technologies que nous voyons aujourd'hui à l'œuvre en Algérie sont des technologies qui ont été essayées en Australie, et qui, au bout de 4-5 ans, ont mené à des difficultés à poursuivre une agriculture dans des conditions d'intensité qui étaient celles-là. Et puis, ils ont tout doucement changé vers le modèle agricole que je viens d'indiquer. Je crois qu'il serait peut-être intéressant de voir ce qu'ont fait les Australiens dans des conditions, je vous dis encore, sahariennes qui ressemblent, mais alors dans l'ouest, sud-ouest, dans le sud-est australien, des conditions qui ressemblent parfaitement aux nôtres. C'est bien, dans l'urgence, de pouvoir combler les déficits de notre commerce extérieur. Et maintenant, il faut petit à petit aller vers une agriculture et de la performance et de la durabilité. C'est ça les véritables enjeux qui doivent être au cœur des problématiques qui viennent. D'accord. Monsieur Zitouni, par rapport aux démarches qu'il faut entretenir, quelles sont justement les meilleures pratiques à adopter pour maximiser le potentiel agricole dans les régions sahariennes? Oui, alors, pour ce qui concerne les pratiques culturelles, elles sont intimement liées en réalité aux progressions de l'homme. C'est-à-dire que c'est la progression de l'éducation, de la culture des hommes qui permet petit à petit d'aller vers de nouvelles pratiques culturelles qui sont essayées. D'ailleurs, je dois rappeler que dans la région de Sétif, par exemple, sur les hauts plateaux, nous avons des expériences extrêmement positives de semis directs sous couvert végétal. Voilà des choses positives qui ont été faites dans cette région et qui pourraient être tout à fait élargies aux régions de Mnéha. Par ailleurs, il nous semble intéressant également d'essayer d'autres technologies, mis à part le pivot, de gaines souterraines pour humidifier les sols plus que les arroser. L'ensemble de ces techniques doivent être mises en œuvre pour voir quelles sont celles qui sont les plus intéressantes. Je disais tout à l'heure que la région de Naama abrite ce samedi un colloque sous le thème Horizon prometteur pour l'investissement dans les cultures stratégiques majeures et le développement des races ovines locales. Un événement qui mettra en lumière les nombreux atouts de Naama pour attirer les investissements nécessaires au développement d'une agriculture productive, créatrice d'emplois et de richesses. Et ceci en présence des décideurs publics, chefs d'entreprise et investisseurs dans le but de valoriser le potentiel agricole de cette région. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir en direct par téléphone le wali de Naama, Monsieur Lounès Bouzegza. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Merci madame et merci pour cette mission et pour votre invité, Monsieur Adam et Monsieur Zitouni. Alors, Monsieur Bouzegza, on parlait tout à l'heure du développement de l'activité agricole à Naama. Pouvez-vous nous donner un aperçu des initiatives locales en matière de production agricole stratégique? La ville de Naama a organisé un colloque national au patronage de Monsieur le Président de la République en présence des différents départements ministériels, en présence aussi
des chefs d'entreprise, des investisseurs. Le thème, c'est pour encourager les cultures stratégiques, surtout pour le côté agricole, là où Nahama dispose des potentialités considérables dans le secteur de l'agriculture, et superficie totale plus de 2 millions d'hectares. Ensuite, il y a des institutions de président de la République pour encourager les cultures stratégiques, où il y a un nouveau texte pour ça, de 24-55, là où Nahama créé des nouveaux périmètres agricoles dans différentes zones de la wilaya, qui permet de réserver plus de 80 000 hectares de foncier agricole destinés au profit des investisseurs. Ce potentiel favorise considérablement les cultures stratégiques comme des céréales, comme des arboricultures, comme des cultures maraîchères. Là où il y a des potentiels, il y a aussi des commodités comme l'eau, c'est ça le plus important. Il y a une nappe au niveau de la wilaya de Nahama, plus de 40 millions de mètres cubes au Château Gharbi. Il y a des réserves d'eau surtout destinées pour l'économie, soit pour le secteur agricole, pour l'industrie. Il y a aussi d'énergie. Il y a une couverture importante au niveau de la wilaya. Puis il y a 2 stations de production d'électricité, plus de 1200 MW. Il y a aussi le réseau routier, des routiers importants, plus les autres routiers de qualité. Et là où il y a un autre investissement pour les transformations. Il y a un portefeuille foncier de la wilaya important pour le foncier industriel, plus de 700 lots de terrain destinés pour l'investissement, surtout pour les transformations. Il y a une zone industrielle de 150 hectares viabilisée et aménagée à 100%. Et il y a 5 zones d'activité à travers la wilaya, destinées pour les PME. Et aussi, il y a les mini-ZAC, des zones d'activité destinées pour des petits projets destinés pour les jeunes. Ce qui concerne la wilaya globale, en ce qui concerne l'investissement, toutes les potentialités existent. Si monsieur le wali de la wilaya de Nahama, monsieur Lounès Bouzgza, pour son intervention. Je retourne vers vous, monsieur Heddem. Alors, parlons justement du développement agricole dans la région de Nahama. Alors, quelles sont les prochaines étapes, justement, pour la politique agricole saharienne? D'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait monsieur Loueli il y a de cela quelques minutes, et j'espère qu'on va le reprendre très rapidement. J'ai parlé au début de cette émission de la création d'un écosystème pour pérenniser les résultats et pour progresser. Pérenniser les résultats ne veut pas dire que chaque année, on va avoir 75 quintaux à l'hectare, mais créer les meilleures, conditions pour préserver l'acquis et le standardiser. Il faut dire que il y a sur le plan des techniques agricoles ce qu'on appelle le plan de culture qui a été introduit avec le respect des différentes étapes, avec le respect des dosages pour l'utilisation optimum et rationnelle des produits chimiques. Et tout à l'heure, M. Zitouni a parlé de l'argilisation. Cette argilisation peut se faire aussi bien avec le secteur minier qu'avec le secteur agricole, hydraulique. Vous savez que les barrages, avec le temps, elles se sédimentent. On appelle ça l'envasement. Donc, cette vase est extrêmement riche si elle est prélevée dans tous les barrages qui se trouvent dans notre pays, qu'elle est asséchée, elle est transportée. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'infrastructure routière, de l'infrastructure ferroviaire, parce que tout est question de coût dans l'agriculture. Pour préserver les meilleurs résultats, il faut réduire les coûts et créer les meilleures conditions. Maintenant, ce que disait monsieur le Wali de Nahama, c'est la création d'un écosystème, et il en a parlé. Il a parlé de la présence de l'eau,
il a parlé des réserves d'eau dans la région de Chott al-Gharbi. Il a parlé de 40 millions de mètres cubes. Et ça, c'est énorme. Si cette eau est utilisée d'une manière rationnelle, mais aussi qu'elle soit traitée. C'est-à-dire, il y a toute une industrie hydraulique qui doit suivre pour éviter les hauts niveaux de salinité qui peuvent détruire les terres et qui feront qu'aujourd'hui vous avez des résultats, j'allais dire miraculeux, mais que vous ne pouvez pas pérenniser, que vous ne pouvez pas maintenir dans le temps. L'écosystème, la création d'un écosystème, l'introduction du plan de culture comme technique, mais je reviens et je dis avec insistance, une ressource humaine de qualité. Parce qu'il ne suffit pas de former des ingénieurs. Les ingénieurs font de la conception. L'agriculture a besoin d'hommes et de femmes qui soient proches de la terre. Les techniciens supérieurs, les techniciens de culture, qui puissent là être au contact permanent avec l'agriculteur. L'agriculteur, c'est une activité très noble et tout, mais l'agriculteur cherche à gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut travailler d'une manière optimum. Donc, la ressource humaine, créer un écosystème favorable pour attirer les investissements nationaux et étrangers, utiliser d'une manière rationnelle la ressource hydrique et mettre en œuvre le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, avec une vision, j'allais dire, par région. Parce que les territoires, ce n'est pas uniquement fixé par les limites administratives. Un territoire ne s'embarrasse pas de ces considérations de limites administratives. Un territoire peut être constitué de 2, 3, 4 wilayas qui sont dans une zone. Vous savez, quand on parle de la vallée de la Soumam, c'est la vallée de la Soumam, ce n'est pas uniquement la wilaya de Béjaïa. Quand on parle de la vallée de Yesser, ce n'est pas uniquement Boumerdes, Tizouzou, et ce n'est pas la wilaya de Tizouzou ou la wilaya de Boumerdes ou la wilaya d'Alger. C'est un continuum qui s'appelle la vallée de Yesser. Et c'est le cas aussi du côté de Mnia, où vous avez une vallée qui va de Ghardaya, la wilaya de Ghardaya, la wilaya de Mnia et toutes les autres wilayas. Donc, il faut réfléchir en termes de territoires homogènes. Et il faut penser aussi en termes d'émulsion, de compétitivité entre les territoires. D'accord. Je passe maintenant à vous, Monsieur Zitouni. Comment voyez-vous aussi l'avenir des nouvelles stratégies instaurées par le président de la République en matière justement de production agricole ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République s'occupe de stratégie. C'est le rôle du président de la République. Il ne s'occupe pas d'ailleurs de technique. Il s'occupe de stratégie, il met un cap. Le cap, il est clairement identifié. Autonomie sur les céréales, forte volonté politique de diminuer les importations sur le sucre, forte volonté politique de réaliser du lait, de produire du lait en Algérie, et puis aussi de diminuer, bien entendu, les intégrations industrielles qui sont non productives. On pense à l'huile, au lieu d'importer de l'huile brute et puis de la transformer, importer des tourteaux de différents types de graines protéagineuses et ainsi produire en même temps que de l'huile du fourrage pour nos bétails. Donc, il y a cette forte volonté, il indique le cap, c'est son rôle. Ensuite, il y a les relais qui sont des relais de nature du conseil technique ou du conseil technologique. Et là, je crois qu'il nous faut avancer tout en étant ouvert à différentes options, parce que la nature est ainsi faite qu'elle ne répond pas forcément immédiatement à des sollicitations très intensives de la même façon et tout le temps. Donc moi je crois que les orientations sont justes,
les orientations stratégiques, elles transpirent une philosophie de compter sur soi, de diminuer notre balance, la facture de notre balance de commerce extérieur. Tout cela est extrêmement positif. Maintenant, le débat n'est pas fermé pour autant. Ça veut dire qu'en réalité, si le cap il est donné par le capitaine, il reste que les soutiers doivent, petit à petit, maintenir ce cap. Or, de mon point de vue, il me semble important de comprendre que la nature et que l'agriculture en milieu désertique n'est pas du tout la même agriculture que celle qui peut se réaliser en montagne ou celle qui se réalise sur les hauts plateaux ou sur les plaines de la Mitidja. Que les choses sont différentes, que le modèle économique est différent, qu'il est nécessaire de faire attention et aux équilibres écologiques de manière générale, mais aussi à la rentabilité. Parce que si on est rentable autour de 65 quintaux à l'hectare et qu'on fait du 60 quintaux à l'hectare, par exemple, pour les céréales, et qu'il nous manque 5 quintaux à l'hectare pour réaliser la rentabilité économique, on ne peut pas tenir la cadence longtemps. On tiendra la cadence tant que les surplus des hydrocarbures nous permettent de subventionner l'agriculture saharienne, mais dès qu'on sera en période où les cours du baril vont chuter, et c'est pas de la science-fiction, là on l'a vécu, à ce moment-là, est-ce qu'on pourra toujours subventionner notre agriculture au même niveau? J'en doute. Et là, l'économie va reprendre ses droits. Et nous avons des défis logistiques à relever, nous avons un certain nombre de défis à relever, nous avons beaucoup d'inconnus qui sont alignés. Simplement, je pense que cette volonté politique forte est la bienvenue, que la dimension élevage qui a été soulignée pour la région de Mnéra est d'une importance capitale, que c'est très intéressant de, bien entendu, intégrer élevage et culture, pourvu que ça se fasse sur les mêmes parcelles de terrain, et qu'on évite autant que faire se peut des cultures trop monospécialisées qui risqueraient d'épuiser à terme les rendements, les sols et les productivités de différents niveaux. Donc, le cap est le bon. Les questions agricoles en milieu saharien restent ouvertes. Il nous faut absolument être très attentifs à leur suivi pour bien ajuster les politiques, j'allais dire techniques, qui pourraient s'en suivre. D'accord. Alors sur ces points positifs et ces mots encourageants que nous arrivons au terme de cette émission. Alors un dernier mot, Monsieur Heddam. Je crois que l'homme, d'une manière générale, peut, en se mettant à l'œuvre, créer des miracles. Tout à fait, oui. Et que pour pérenniser ces miracles, il faut se référer à l'essentiel. L'essentiel, c'est encore l'homme. Investir dans la ressource humaine, faire participer nos universitaires, faire confiance à nos jeunes cadres, les encourager, leur fixer le cap et leur donner les moyens de donner les résultats. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Heddam. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre national d'études et d'analyse pour la population et le développement. Un dernier mot aussi, Monsieur Zitouni. Je crois que l'essentiel dans ce débat n'est pas tellement un débat sur les techniques et les technologies. L'essentiel est qu'il y ait une prise de conscience générale, que l'agriculture est une activité stratégique, qu'elle doit être mise en œuvre par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Je crois que cette conscience nouvelle des choses est intimement liée et au changement climatique et aux différents épisodes de géopolitique qui ont traversé et l'Europe et le monde arabe. Je rappelle que le Soudan a été éclaté et que c'est un berceau agricole de première importance pour le monde arabe et pour l'Afrique. L'ensemble de ces événements-là nous font réfléchir et permettent d'ajuster une politique globale de sécurisation au sens large, et je crois que cette progression d'une sécurité dont la question alimentaire devient un des piliers est vraiment fécond, et le débat continuera bien entendu dans les années qui viennent, mais le cap est le bon.
Merci beaucoup, Monsieur Zitouni, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe de réflexion Filaha Innov. Je remercie aussi Monsieur le Wali de la wilaya de Naama, Monsieur Lounès Bouzgza, pour son intervention. Alors merci à nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres thématiques. D'ici là, restez connectés sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci de nous avoir accordé votre attention. À bientôt.